Chers spectateurs, chères spectatrices, bonsoir. Bonsoir, Madame la sénatrice. Bonsoir. Bienvenue parmi nous Merci de me dans cette recevoir. dernier épisode dans l'émission Guyane Vivre Ensemble. Aujourd'hui, on va parler d'un problème, j'allais dire mondial, un problème où aucun pays n'échappe, un problème qui est sociétal aussi, un problème qui touche toutes les classes, c'est-à-dire sociétales, et personne n'est épargné, personne n'est à l'abri. C'est le trafic de drogue, le narcotrafic. Notre sénatrice, elle était vice-présidente de la commission nationale au niveau du Sénat concernant cette problématique, et je pense qu'il y avait c'est-à-dire un dossier avec un rapport qui était fourni à la base. Et on va parler aussi de notre problématique ici locale, malheureusement, le phénomène des mules. Et Madame la sénatrice, bonsoir. Rebonsoir. Bonsoir. Alors, comment vous avez, qu'est-ce qui vous a animé de participer à être vice-présidente de cette commission de narcotrafic? Alors, d'abord, c'est une commission d'enquête, donc c'est la plus haute commission au Parlement. Vous êtes choisi. Vous ne demandez pas à en faire partie, c'est le président du Sénat qui choisit les personnes. Bon, je pense qu'il suit mon parcours et il savait que j'étais intéressée pour régler les problèmes des mules, puisque bon, on connaît cette situation en Guyane et ça me fait beaucoup de peine de voir que des jeunes, en tout cas, on arrive à les convaincre de porter de la drogue ou d'ingérer les persuader, les convaincre, oui, voilà. Et donc, il le savait, donc c'est avec plaisir d'ailleurs que j'ai accepté. C'était une commission qui était relativement difficile, très active, parce qu'on avait des auditions presque tous les jours. Oui. Nous avons auditionné plus de 700 personnes, donc c'était pas n'importe quoi. Et puis, comme je rappelle, c'est une commission qui est particulière. Nous sommes comme des procureurs, puisque quand on vous convoque à cette commission, vous êtes obligé de venir et vous devez vous exprimer sous serment. Donc, voilà, c'est spécial. Et donc, donc, vous pensez bien qu'on n'a pas reçu n'importe qui. Donc, c'était les grands du Tracfin, l'OFAS, on a reçu des préfets aussi qui s'occupent de stupéfiants. Et non, il fallait résoudre ce problème. Alors, on a sorti, hein, il y a au moins, pour ne pas dire de bêtises, 35 préconisations. D'accord. 35. Et je pense qu'aujourd'hui, quand vous regardez les journaux nationaux, il n'y a pas un jour où on ne parle pas d'une ville où on a évacué des dealers dans un immeuble, où il y a eu place nette dans un quartier. Et on voit comment les citoyens qui vivent dans ces quartiers sont dépassés, ils en ont marre. Et on a parlé du monsieur qui a pris la balle alors qu'il était couché sur son lit. Oui. Hein, oui. Non, c'est quand même. Et la jeune fille qui est à Marseille, qui était au premier étage. Et voilà, il y avait plusieurs circonstances. Il y avait les travaux mal faits par l'HLM. L'HLM, il y avait voilà. Et on a l'impression, en France, on va parler de la Guyane, en Hexagone, qu'il y a certains quartiers qui font plus partie de la République. Certains quartiers, c'est vraiment le soir, c'est-à-dire ils sont gérés par des narcotrafiquants. Voilà, et que c'est-à-dire les gens qui habitent, ils sont à la merci de ces Vous sortez, vous prenez une balle. Voilà. À Marseille. Et en même temps, malheureusement, il y a des consommateurs, ils sont devenus, c'est-à-dire il y a certains endroits comme des drives. C'est-à-dire il y a même, j'ai vu à la télé, ils ont modernisé en fait. Il y a même les prix, c'est-à-dire là, il affiche les prix et malheureusement, ça devient un problème qui gangrène la République. Tout à fait, puisqu'il y a des Uber Sheets, ils envoient par la poste. Ça, c'est la première fois que j'entends parler d'Uber Sheets. Uber Sheets, oui. On vient vous apporter votre livraison à domicile. Exactement. Une dose quotidienne. La dose, oui. Non, mais c'est compliqué. Hein. Là, on est vraiment gangréné par ce fléau en France métropolitaine. Bon, ici, il y a des dealers. En Guyane, voilà, c'est ma question. Bon, ce sont les mules. En fait, nous ne sommes qu'une zone de transit, puisque la cocaïne vient de Bolivie, du Pérou, de la Colombie. On est sur la route des drogues. Voilà, c'est la porte d'entrée vers l'Europe. Oui. En fait, c'est nous. Et c'est la raison pour laquelle les têtes de réseau utilisent nos jeunes. Et comme vous avez dit au début, quelle que soit la couche sociale, hein, les mamies, on a vu, il y avait des chefs d'entreprise. Aussi. Avec tout mon respect, il y avait des élus. Des élus, voilà, exact. Il y avait des
des femmes avec, c'est-à-dire enfants, c'est-à-dire Mais de bas âge. d'ailleurs, le centre pénitentiaire de Rémire, la majorité des femmes qui sont en prison, ce sont des mules. Voilà, ce sont des mules. Voilà. Quand vous les interrogez, ils disent bah oui, mais je devais payer mon loyer, ma voiture. Justement, on va se concentrer sur le problème des mules ici en Guyane. Dans ce rapport, est-ce qu'il y avait des préconisations, est-ce qu'il y avait des recommandations concernant ce fléau qui touche maintenant, parce que maintenant les jeunes en Guyane, c'est-à-dire ça, je ne vais pas stigmatiser, mais prend des grandes ampleurs. J'ai entendu même parler qu'il y avait des listes sur le WhatsApp, des listes d'attente. Des listes d'attente, ouais. Exact. Eh bien, parmi les préconisations pour l'outre-mer, eh bien, il fallait donc mettre fin au sacrifice des Outre-mer et lutter contre l'entrée de stupéfiants sur leur sol. Il parle également d'empêcher l'entrée des plus jeunes dans le trafic. Donc, ça veut dire communiquer beaucoup avec eux, leur expliquer, parce que, bon, en fait, l'objectif, c'est quoi? C'est de gagner de l'argent facile. Oui. C'est ça, le truc. Et malheureusement, parfois, ça se termine avec des drames. On a des personnes qui ont des overdoses en plein vol, et là, c'est la mort qui est... Ma question concernant toujours le problème des mules, on a vu que la préfecture, elle a établi, après plusieurs mois de demandes citoyennes et des associations, syndicats, des élus, elle a préconisé, c'est-à-dire le protocole ou bien le dispositif 100% contrôle. Oui. Alors, comment vous voyez ce dispositif? Il existe toujours. Mais comment vous le jugez, avec maintenant un recul de quelques mois, comment vous évaluez ce... Moi, je trouve qu'il a donné des résultats positifs parce qu'on a réussi quand même à comment dire ça, à empêcher les jeunes, en tout cas, de faire la mule. Ça, je suis sûre. Les chiffres ont régressé. Ils ont quand même peur. Ceux qui le font aujourd'hui, je pense que c'est parce que ou ils sont téméraires, ou ils ont vraiment besoin d'argent. Mais je crois qu'avant de faire ça, ils réfléchissent. Ils réfléchissent. La preuve, ils avaient changé la direction, puisque maintenant, c'est par la Martinique qu'ils passent. Oui, de Guyane à Martinique et après, voilà. Voilà, par la France. Et là, non, moi, je n'ai jamais été contre, je le dis haut et fort, je n'ai jamais été contre le 100% contrôle. Oui, on a réussi à dissuader les jeunes de faire la mule. Les mules ont diminué. D'ailleurs, le procureur avait fait, monsieur Leclerc, quand il avait fait son bilan, il avait dit qu'il avait fait la comparaison entre 2022 et 2023, la cocaïne était moindre. Je vais essayer de poser des questions des gens qui sont contre ce dispositif. Ils disent que finalement, l'aéroport, les forces de l'État, ils ont militarisé l'aéroport. L'aéroport, il est devenu comme un bunker, comme une caserne. On peut pas circuler d'une façon libre et fluide. Et en même temps, il y a aussi certaines associations, entre parenthèses, ils disent qu'il y a une discrimination au faciès. C'est-à-dire qu'il suffit que vous habitez à Saint-Laurent, et là vous êtes la personne idéale pour... C'est vrai. Et c'est pour ça que je dis, moi je suis pour le 100% contrôle, mais je pense qu'il y a des choses à remettre à niveau. Parce que je prends juste le patron de Hyper-U, parce qu'il est de Saint-Laurent. Oui. On l'a emmené vers le mobil-homme. Oui. Il m'a dit, j'ai rien compris. Bon, mais il a été, puisqu'on lui a dit d'y aller. Bon, il était tranquille, mais il me dit, parce que mon passeport est écrit Saint-Laurent, j'ai été choisi pour aller au mobil-homme. Je suis allée, j'ai fait ce qu'il fallait, j'avais rien. Mais c'est vrai que moi, je l'avais dit à M. Dupond-Moretti qu'il y avait des choses quand même à rétablir. Parce qu'effectivement, le délit de faciès, je n'étais pas pour. Même si je dis encore une fois que le 100% contrôle a donné des résultats positifs. Mais il y a des choses à revoir, certainement. Parce que quand j'ai vu plusieurs sur les réseaux sociaux, des filles qui avaient été arrêtées, soi-disant, parce qu'elles avaient fait la mule, alors qu'elles disaient que non, c'était pas vrai. Je sais pas. Il y avait des choses à revoir, hein, mais bon, mais n'empêche que il fallait bien mettre un système en attendant le scanner. Et là, Monsieur Darmanin, lorsqu'il a été auditionné, d'ailleurs, nous avons auditionné les deux derniers, c'était Darmanin et Dupond-Moretti. Monsieur Darmanin, lui, a proposé le scanner à l'aéroport d'Orly et de Roissy.
Justement, pour arrêter le 100% voilà, contrôle. On a vu qu'à un certain moment, c'est-à-dire l'État, il a manqué, c'est-à-dire il est passé à côté. Ils ont installé un échographe qui a servi à rien. D'ailleurs, on ne sait pas la suite, c'est-à-dire le devenir de ce pauvre échographe qui pourrait très bien servir dans des structures hospitalières. Tout à fait. Au lieu, voilà. Et voilà. Et en même temps, c'est-à-dire il y a installation, c'est-à-dire de scanner, mais superficiel, c'est un millimétrique, qui vraiment il répond pas à la problématique des mules, qui c'est ingéré, c'est-à-dire voilà. On voit pas. Reste le scanner médical. Pourquoi ce dispositif, on n'arrive pas à installer ce dispositif? Qu'est-ce qui bloque? Parce qu'à certains moments, on a entendu parler qu'il n'y avait pas de radiologue, certains moments, il n'y avait pas de place à l'aéroport. Il n'y avait pas de médecin disponible, voilà. C'est ce qu'ils avaient dit. Voilà. Et là, actuellement, on entend parler qu'il va être installé à Orly. À Orly et Roissy. Oui, mais peut-être ça va répondre, c'est-à-dire sur le problème d'accès des drogues en métropole. Mais imaginons, c'est une... Oui, mais ça ne va pas régler le problème de la cocaïne ici, voilà, c'est clair. En fait, nous, on gardera le problème. Exact. Ben, Monsieur Darmanin, en tout cas, avant son départ, c'est ce qu'il a promis. Et puis, c'est tout le monde. C'est pas, on choisit pas. C'est tout le monde qui passerait dans le scanner, le fameux scanner. Oui. Tous les passagers, sans exception. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ça va... Parce que là, actuellement, pour aller prendre l'avion en Guyane, il faut aller 4 heures avant. Je pense que c'est le seul aéroport au monde où on doit aller 4 heures. C'est vrai. Parce que vous ne savez pas si... Bon, en fait, ce n'est pas tout simplement parce qu'ils ont des listes et ils regardent si la personne quand est-ce qu'elle a pris son billet, pourquoi, la raison pour laquelle, qui a payé, est-ce qu'elle a payé en espèces. Enfin, il y a plein de critères qu'ils ont et ils ont, en fait, c'est en rouge. C'est en rouge, on sait que... Mais vous ne pensez pas, Madame la sénatrice, que c'est-à-dire les dealers ou bien les réseaux, qu'ils vont s'adapter à ça. Mais bien sûr, mais c'est bien pour ça que nous, la commission d'enquête, on a dit que c'est bien beau d'attaquer les dealers, d'attaquer les consommateurs, mais ce sont les têtes de réseau qu'il faut attaquer. Ce ne sont pas les petits, ce sont les gros. Et c'est là qu'il faut trouver des solutions. Justement, est-ce qu'il y a, c'est-à-dire, parmi les préconisations, est-ce qu'il y a, c'est-à-dire, un temps pédagogique, c'est-à-dire dans une politique d'aller vers, aller voir les jeunes dans les écoles, dans les collèges, les lycées. C'est ce qu'il dit, il y a une préconisation. C'est-à-dire les sensibiliser, parce que finalement, c'est pas aussi inoffensif pour quelqu'un qui porte donc, il suffit qu'il y aura une ovule qui éclate, l'overdose, elle est à 100%. Il y a eu des passagers qui sont morts. On n'en parle pas. Mais il y en a qui sont morts dans l'avion et qui ont voyagé avec les gens et les gens ne savaient pas que la personne était décédée. Mais non, il y a beaucoup de communication avec les jeunes, passer dans les lycées et les collèges surtout. Pas en primaire. Je me dis, je crois que même les CM1, CM2, ils sont en mesure de comprendre ce qu'on leur dit. Donc, il ne faudrait pas les éviter. Il faut aussi les mettre dans la liste de la communication des jeunes. Qu'est-ce que vous en pensez pour c'est-à-dire la conduite judiciaire? On sait que la justice elle est indépendante, les juges, c'est-à-dire séparation de pouvoir. Mais vous pensez que plutôt il faut avoir une approche qui est répressive, 100% en prison, ou bien plutôt ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire c'est des peines qui sont allégées, parce que surtout que notre capacité, c'est-à-dire au niveau, c'est-à-dire de centre pénitentiaire, il ne peut pas résoudre ce problème. Qu'est-ce que vous voyez, quelle est selon vous l'approche la plus rentable et la plus efficace? C'est vrai qu'il manque des places en prison. Je ne sais même pas, lorsque les jeunes rentrent en prison, s'ils ne s'y plaisent pas. Oui, il faut vraiment réfléchir. On parle de peine pénale, de durcir les peines pénales, mais je ne sais même pas si ça sert à ça, si ça va servir à quelque chose. Est-ce que on ne doit pas leur donner des travaux d'intérêt général et puis leur faire, pas du bourrage de crâne, mais leur expliquer les contraintes et puis tous les côtés négatifs de ce qu'ils font. Je pense qu'il faut les prendre en charge. Moi, de toute façon, je suis quelqu'un qui est pour la concertation, pour la communication. Il faut beaucoup communiquer pour que quelqu'un comprenne, parce qu'effectivement, les enfermés, je ne sais même pas. Je les entends quand je les vois dans les quartiers. Ils disent, bon, j'ai fait 2 mois, j'ai bien mangé, j'ai bien bu. S'il faut retourner, je retourne. Donc, la prison ne fait plus peur non plus. Est-ce que vous pensez que le fait qu'on est dans cette situation, c'est un échec, par exemple,
pour une institution comme la protection judiciaire des jeunes, la Oui, PJJ. pour moi, C'est-à-dire oui. est-ce qu'on est devant un constat d'échec? C'est-à-dire, si on Pour arrive moi, à ce oui. stade-là, parce que Oui. c'est-à-dire avoir qu'un seul choix pour avancer et tout, de faire la mule, c'est triste, Non, et c'est c'est triste. dévalorisant, et c'est stigmatisant Oui. par rapport à cette jeunesse qui est en Guyane voilà, le pays a besoin de cette jeunesse pour se construire, alors que cette jeunesse, il prend un autre chemin et un autre. C'est un problème sociétal. Ce sont les films, ce sont les reportages. On veut faire comme les Américains, on veut imiter. Et puis encore une fois, s'il n'y a pas les parents pour donner une ligne de conduite, eh ben voilà. Mais c'est vrai que la PJJ, je trouve, ne fait pas forcément son travail correctement. Et puis, je pense qu'on doit inventer des dispositifs, on doit doit innover, je ne sais pas. Mais il faudrait se pencher sur la question, surtout pour nos jeunes Guyanais. Parce qu'il y en a, ils ont des potentialités, mais ils les perdent parce que ils sont attirés par le vêtement, voilà, par l'argent facile, voilà, par la marque. Qu'est-ce que ça apporte, la marque? Que dalle. On est habillé comme les autres, mais on est habillé, on porte une marque, mais rien de plus. Je sais pas, je pense il faudrait qu'il y ait peut-être aussi plus d'associations pour s'occuper des jeunes dans les quartiers, se substituer aux parents. Moi, quand j'étais mère, j'organisais les mardis de la parentalité parce qu'on expliquait aux parents étrangers ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire. Je crois qu'il ne faut pas laisser les gens arriver chez nous et puis se laisser aller, faire ce qu'ils veulent. Il faut mettre des garde-fous pour moi. Sur ce, merci. Merci beaucoup. On va vous inviter dans d'autres occasions pour suivre tous ces dossiers. Merci, je sais que vous avez un calendrier très chargé entre la Guyane et l'Hexagone. Merci de nous avoir accordé ce temps-là d'échange. Et on vous donne, chers spectateurs, spectatrices, d'autres rendez-vous dans votre émission Guyane Vie Publique, et on va suivre ces dossiers. Et d'ici là, je vous souhaite bonne soirée et merci beaucoup de votre attention, et on va essayer de voir d'autres problématiques, toujours dans une perspective d'avoir, c'est-à-dire des solutions et d'avancer. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Bonjour, je suis Émilie Mordac, je suis présidente de l'association ASRM Pervenche Natation qui se situe à Remire-Montjoly et plus précisément à la piscine municipale de Remire-Montjoly, Michel Néron. Nous sommes un club de natation, nous proposons de l'éveil aquatique à partir de 3 ans, de l'école de nage, de l'apprentissage, du perfectionnement, de la compétition. Nous faisons aussi de la natation synchronisée et nous ouvrons cette année une section de water polo.
La Haute Autorité de Santé vous parle de l'arrêt du tabac. Saviez-vous qu'un fumeur sur 2 meurt prématurément de son tabagisme? Que l'espérance de vie d'un fumeur est réduite de 20 à 25 ans par rapport à celle d'un non-fumeur? Vous envisagez d'arrêter de fumer? Vous avez déjà essayé? Plus de 9 fumeurs sur 10 ne réussiront pas à arrêter sans aide. Pour arrêter de fumer, la volonté ne suffit pas. Il faut se faire accompagner. Parlez-en avec votre médecin traitant. Il est le mieux placé pour vous aider. Il peut vous accompagner dans le cadre de consultations dédiées à votre arrêt du tabac. Après évaluation de votre consommation de tabac, votre médecin pourra vous aider à renforcer votre motivation, vous apporter un soutien psychologique, établir avec vous des objectifs de soins et des solutions adaptées à votre situation. Selon votre niveau de dépendance mais aussi vos préférences, votre médecin pourra vous proposer des traitements à base de nicotine, comme des patchs ou des gommes. Pour que ces traitements soient efficaces, l'accompagnement de votre médecin traitant est indispensable. Il adaptera avec vous le dosage et la durée en fonction de votre situation. Des médicaments existent également, mais ils ne vous seront prescrits qu'en second recours et avec une surveillance particulière. Vous voulez arrêter de fumer et vous avez commencé à vapoter. Il faut savoir que la cigarette électronique avec ou sans nicotine n'est pas un produit de consommation anodin. Elle contient des produits toxiques et ses effets sur la santé ne sont pas encore connus. La cigarette électronique ne peut être utilisée que sur une courte durée dans le cadre de votre démarche d'arrêt du tabac. Arrêter de fumer, ce n'est pas qu'une question de volonté. Parlez-en à votre médecin traitant. Pour arrêter, faites-vous accompagner. Cette vidéo est tirée de la recommandation Arrêt de la consommation de tabac de la Haute Autorité de Santé. Mesdames, est-ce qu'il y a des hommes? Donc bonsoir à toutes. D'abord, parce que le féminin l'emporte sur le masculin. Hein, vous savez. Ça commence. J'ai très chaud, j'ai très chaud. Mon Dieu, je ne sais pas si c'est l'âge, mais j'ai très chaud. C'est la saison. Waouh. Alors, j'ai pas énormément d'énergie, mais j'ai vu que c'est la pleine lune. Alors, c'est peut-être pour ça que je dors pas bien. Mais en tout cas, merci infiniment d'être là et de me donner une force. Vous êtes en train de me donner la force de faire cette conférence. Merci de votre intérêt. Messieurs, merci d'être là aussi. Je fais du bruit avec le grand live. Mais j'ai vraiment chaud. Bon, allez, on va arbitrer. Non, mais vous savez, dans les sciences humaines et sociales, quand on fait des conférences, on sait qu'on a souvent des femmes, surtout quand on traite de sujets qui concernent la famille, la santé, le soin, l'éducation. C'est souvent une majorité de femmes. Donc, je félicite les hommes qui sont là quand même. Et je suis ravie d'être avec vous pour partager sur un sujet délicat, un peu sensible, mais voilà, qu'on va aborder ensemble. Et donc, je voudrais d'abord remercier Cathy Malherbe qui a décidé de se lancer dans cette invitation. Donc, merci beaucoup. Avec elle, c'est l'association Vers une autre relation adulte-enfant qui porte l'événement. C'est aussi l'UTG qui nous met à disposition la salle. Donc, merci beaucoup. Et puis, le LDES, il y a des représentants du LDES. D'accord. Ben, merci beaucoup à toutes et tous d'avoir convergé vers cette invitation. Alors, donc je suis Stéphanie Mulot. Aujourd'hui, je suis professeure de sociologie et d'anthropologie à l'université Toulouse-Jean Jaurès.
Je travaille, je mène des recherches depuis, j'ai commencé en 91, vous voyez, je suis toute jeune. Il faut que je parle plus près du micro, pardon. Donc j'ai commencé en 91 des recherches sur les relations familiales et sur les familles matrifocales de Guadeloupe, puisque je suis particulièrement intéressée par la Guadeloupe, qui est la terre de ma famille et de ma famille paternelle. Et donc j'ai commencé par interroger la question de l'absence des pères. Enfin, pas tous, mais l'absence des pères dans les familles matrifocales. Et donc, j'ai commencé par la matrifocalité. Et puis, à partir de la famille, j'ai questionné j'ai interrogé la question du genre, de la place des femmes, des hommes, de la masculinité, de la virilité, de la féminité, de la maternité, enfin de tout ça. Et puis, j'ai été amenée à travailler sur la question des violences dès l'année 2000, dans le cadre d'une enquête nationale sur les violences faites aux femmes, les violences contre les femmes. Et puis plus récemment, je me suis interrogée, je me suis donc penchée sur la question des violences faites aux enfants, dont je vais vous parler ce soir. Et puis j'ai travaillé aussi sur la santé, et notamment ces dernières années sur le Covid, dans cette époque formidable qu'on a connue quand le monde a changé en 2020. Bon. Alors, ce que je vous propose, alors je ne sais pas si on aura, j'ai travaillé toute la journée d'hier pour que vous ayez un bon et je pense que vous ne le verrez pas. Bon, je vous propose de réfléchir à ce que j'appelle l'idée d'une socialisation précoce à la violence dans les sociétés. Alors, je travaille sur les Antilles et puis vous me direz si ça vous paraît applicable à la Guyane. Je ne connais pas la Guyane, donc je ne peux pas me permettre de parler pour la Guyane. Mais si vous voyez des comparaisons, on en parlera. Et ce qui m'a interpellée dans le travail sur les violences faites aux enfants, c'est que justement, elles ne sont pas forcément considérées comme des violences déjà, et on va revenir sur la définition des violences. Elles ne sont pas forcément considérées comme des violences, et surtout, on les justifie au nom de la culture, avec l'idée que de toute façon, c'est culturel en Guadeloupe, en Martinique, c'est culturel peut-être en Guyane, et que c'est au nom de la culture qu'il faut résister au changement, et notamment aux lois françaises. Alors, le contexte dans lequel se mène cette étude et dans lequel se font ces pratiques, c'est donc le contexte antillais, post-esclavagiste, post-colonial, en tout cas marqué par la colonisation. Et souvent, aujourd'hui, l'esclavage est utilisé comme déterminant historique et sociologique du présent. Et il est fait appel à l'esclavage comme modèle explicatif, c'est peut-être un peu fort, hein. Il y a un mot trop dans le son, il y a comme un accent. Je prends qu'un seul micro. Non, ça va. Comme modèle explicatif des problématiques du présent. Donc on veut mettre l'esclavage comme causalité explicative première, alors qu'il est possible qu'il y ait d'autres causalités et que parfois l'esclavage nous empêche de réfléchir à ce qu'il y a derrière. Alors, mon propos, c'est excusez-moi, je ne suis pas sur le bon PowerPoint. Excusez-moi. Voilà. Mon propos, c'est donc de déconstruire un peu la question des violences usuelles dans l'éducation. Il ne s'agit pas pour moi de jugement, je ne me permets pas de juger les pratiques, mais j'essaie de les déconstruire, de les détricoter pour voir ce qu'elles cachent et d'essayer de comprendre et éventuellement de participer à des changements, si tant est que les gens aient envie de changer. Alors, la question des violences dans l'éducation des enfants, c'est une préoccupation mondiale. En effet, l'ONU, à travers l'UNICEF, a mis en place plusieurs choses, notamment il fait régulièrement des rapports sur l'état
comment dire, les conditions de vie des enfants dans le monde et a appelé à la fin du recours aux violences dans l'éducation depuis déjà longtemps, en soulignant qu'un peu partout dans le monde, ces violences existent et qu'un peu partout, elles sont justifiées justement par la tradition, elles sont justifiées par la coutume, par la culture, alors que d'autres méthodes pourraient être éventuellement mises en place. Et l'UNICEF a rappelé que toute forme de violence, d'atteinte, de brutalité physico-mentale, d'abandon, de négligence, de mauvais traitement ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, constitue donc les termes de cette violence faite aux enfants. Alors en 1989, l'UNICEF a rédigé et fait valoir et ratifié la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, consignée 196 pays, pour justement abonder vers la fin de toute justification par les adultes de la violence à l'encontre des enfants, qu'elle soit sanctionnée par la tradition ou déguisée comme étant de la discipline. Donc vous voyez, c'est vraiment un enjeu mondial parce qu'on s'est rendu compte à travers plusieurs études au niveau international que ça avait des conséquences assez néfastes sur la santé, l'équilibre et le développement des enfants. En France, la question de l'interdiction de ce qu'on appelait autrefois des châtiments corporels et des brutalités envers les enfants, notamment à l'école et dans les familles, commence dès 1795. La dernière loi en date qui a fait couler beaucoup de temps, c'est la loi de 2019, dite loi d'interdiction de la fessée, dite loi d'interdiction de la fessée et des violences dites ordinaires, qui est passée difficilement et qui a fait couler beaucoup d'encre parce qu'il y a eu beaucoup de réactions des conservateurs. C'est souvent des gens de droite ou d'extrême droite qui veulent maintenir l'autorité parentale par la sévérité de l'éducation, en mettant en avant l'idée que la famille est responsable de l'équilibre social et que l'ordre et l'autorité sont les bases de cet équilibre social. On est en plein dedans, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis les dernières élections, au niveau national, on est encore en plein dedans. Et la rhétorique de l'ordre, de l'autorité, virage à droite, c'est reparti. Bon. Est-ce que vous savez de quand date l'interdiction des châtiments corporels dans l'espace colonial aux Antilles et en Guyane? Est-ce que quelqu'un sait? 1940? Qui dit mieux? J'ai pas entendu. J'ai entendu un 8. 1960? 80? Qui a dit quelque chose en 8? 48. Redites-moi. 1848, c'est ça? Oui, c'est vous qui avez raison. La loi d'abolition de l'esclavage, dans son article 1er, abolit l'esclavage et tous les châtiments corporels. Article 1 de la loi de 1848. Donc, vous voyez, ça fait 176 ans qu'on devrait en avoir terminé avec les châtiments corporels. C'est pas le cas. C'est pas le cas parce que ça résiste, et ça résiste vraiment profondément. Alors, comment définir la violence? Moi, j'aime bien utiliser le travail d'Elsa Dorlin. Vous aviez un beau PowerPoint avec les photos des ouvrages, et notamment dans l'ouvrage d'Elsa Dorlin qui s'appelle « Se défendre », que je vous recommande, et qui met en évidence que la violence, en fait, c'est ce qu'on applique, c'est la façon de traiter quelqu'un quand on lui nie le droit et la capacité de se défendre. La violence, c'est la négation du droit de se défendre et l'obligation de se soumettre. La violence, ce n'est pas un conflit. Dans un conflit, on interagit, on se bat s'il faut, mais les deux sont en capacité de se défendre. La violence, c'est vraiment la négation de se défendre. C'est l'imposition d'une domination. En psychologie, la question des violences faites aux enfants est marquée évidemment par les travaux de Françoise Dolto, d'une part, mais surtout d'Alice Miller, notamment dans des ouvrages que Cathy nous a apportés.
Il y en a un qui est essentiel qui s'appelle « C'est pour ton bien », les racines de la violence dans l'éducation de l'enfant. Et l'autre, alors il y en a un autre qui est, comment ça s'appelle, le drame de l'enfant doué, et puis Notre corps ne ment jamais. Et Alice Miller donc, a fait un travail extraordinaire sur des personnalités contemporaines, notamment Adolf Hitler, pour essayer de comprendre ce qui se cache dans des parcours de vie marqués par la violence à l'âge adulte. Et elle a trouvé comment dans leur enfance, c'était souvent des personnes qui avaient vécu justement soit de la maltraitance, soit des violences assez sérieuses. Donc, elle considère que ce qu'on banalise assez vite, c'est pas quelque chose d'ordinaire, c'est bien de la violence. Et à partir des travaux d'Alice Miller, moi je considère qu'il faut bannir l'expression violence ordinaire, parce que la violence n'est jamais ordinaire. Et il faut aussi bannir l'expression violence éducative, parce que Alice Miller disait elle-même, la violence n'a rien d'éducatif, on n'éduque pas par la violence. Elle disait, l'éducation sert dans bien des cas à empêcher que ne s'éveille à la vie chez son propre enfant ce que l'on a jadis tué en soi-même. Et donc, non, la violence n'éduque pas, la violence dresse, la violence corrige, la violence soumet, mais ça n'éduque pas. Alors, on pourra en discuter, vous n'êtes peut-être pas d'accord. Et pourquoi on n'est pas forcément d'accord sur la question de la définition de la violence? Ça, c'est l'anthropologie qui nous le dit, parce qu'il y a des variations culturelles dans la conception et la perception de la violence. Selon les cultures, on ne se représente pas la notion de violence de la même façon. On n'a pas les mêmes seuils d'acceptation de la violence, on ne la met pas forcément au même endroit. Pour certains, la violence, c'est des crimes, c'est la guerre, c'est voilà. Pour d'autres, la violence, c'est le fait d'avoir mal parlé. Donc ça peut être vraiment, il y a des variables, enfin, il y a des amplitudes variables. Mais moi, je voudrais juste rappeler que la culture peut être justement quelque chose qui nous donne l'impression que la violence peut être ordinaire, et qu'il faut aussi s'interroger sur ce qu'est la culture, la première chose. Et la culture, c'est quelque chose qui vient souvent donner des justifications, des alibis, un cadre, mais du coup un cadre idéologique pour reproduire des comportements, souvent des attitudes de domination, pour les justifier, pour les excuser, pour faire en sorte qu'ils se reproduisent, pour maintenir un ordre et un équilibre. Donc la culture, c'est aussi un outil au service d'une idéologie. Donc ça, il faut aussi réfléchir à notre rapport à la culture. Et la culture, c'est pas quelque chose d'inaliénable. La culture, c'est aussi quelque chose qui évolue par des interactions. C'est quelque chose qui change avec le temps, avec les rencontres de population. Donc la culture, c'est, même si on dit oui, on fait ça en fonction de notre culture, mais il n'y a pas de culture en boîte de conserve, hein, ça n'existe pas. La culture, ça évolue et ce n'est pas des sacro-saintes pyramides. Voilà. C'est juste que les temporalités d'évolution sont différentes. Alors, sur ces questions de violence, quelques chiffres sur les Antilles. Je ne sais pas s'il y a des données pour la Guyane, et les enquêtes qui ont été déclinées dans les Outre-mer n'ont pas été faites en Guyane jusqu'à présent. Donc, en tout cas, pour les Antilles, ça peut vous donner une idée. Une femme sur 4 et un homme sur 5 dit avoir vécu des violences dans la famille avant 18 ans. C'est 1 sur 6 dans l'Hexagone. Donc ça, c'est tout type de violence. C'est donc entre 20, 25, 28% des personnes. Les violences physiques, c'est environ 10% des femmes et 9% des hommes qui disent avoir vécu donc, des violences physiques avant 18 ans. C'est pas si loin des données hexagonales, puisqu'en hexagone, c'est 8% des femmes et 7% des hommes. En Martinique, c'est 10,5% des femmes et 11,2% des hommes qui déclarent donc, des violences physiques dans l'enfance. Et un peu plus tôt, parce que ces données, elles datent de 2017-2018, un peu plus tôt, en 2010, il y avait eu une autre enquête qui avait été faite en Martinique et qui disait qu'on est toujours à peu près autour des 10%, 11% des femmes, 9% des hommes, se plaignaient d'avoir subi des humiliations et des dénigrements
Donc là, on est plus sur les violences psychologiques, ce qu'on appelle les violences psychologiques dans leur enfance. Et ça, c'est la donnée qui me paraît toujours importante. J'en suis à la diapo 5. Vous voulez que je les fasse? Vous voulez que je les fasse moi-même? J'en suis à la 5. Alors, vous voyez? Vous pouvez le mettre en grand écran? Ouais. Ok. Donc, les données qui me paraissent vraiment, moi, importantes, c'est le fait que 30% des hommes et 21% des femmes se sont déclarés d'accord avec l'idée. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde voit? Ça va? Donc 30% des hommes, 21% des femmes se sont déclarés d'accord avec l'idée qu'il est nécessaire et utile de corriger physiquement un enfant pour bien l'élever. Donc ça, c'était en 2010 en Martinique. Donc c'est un tiers des hommes et un cinquième des femmes. Bon. Donc vous voyez, il y a une sorte, alors c'est pas toute la population non plus, ce qui veut bien dire qu'il y a aussi des désaccords. Ça veut dire qu'il reste encore une part non négligeable de gens qui pensent qu'il faut corriger physiquement les enfants. On va passer à la diapo suivante. Du coup, mon interrogation avec vous, c'est le fait de recourir à des pratiques violentes, au nom de la culture et de la tradition, contre la loi française, parce que la loi française est souvent perçue comme quelque chose qui vient justement de l'extérieur, qui n'est pas adapté à nos spécificités, qui ne tient pas compte de la culture, qui viendrait encore nous recoloniser avec des lois qui sont faites pour les Français, mais pas pour les Antillais ou les Guyanais. Pour moi, j'y vois un paradoxe, parce que, en fait, on reproduit de la violence sur des enfants dans une société qui elle-même a été fondée sur une violence extrême, l'esclavage, la colonisation, et on la reproduit en se disant que c'est pour se protéger de ce qui vient de l'extérieur, en reproduisant quelque chose qui vient déjà de la colonisation, vous allez voir. Donc mes questions là aujourd'hui, c'est pourquoi on les reproduit et pourquoi on fait appel à la culture pour les justifier. On peut passer la diapo. Donc, voyons dans un premier temps les différentes natures, origines et conséquences de cette violence faite aux enfants. Vous voulez que je le fasse? Ça va? Alors, c'est la diapo d'après. Déjà, si je vous demande, je ne sais pas si vous avez envie de lever la main, de vous exprimer ou quoi, mais est-ce que vous pouvez essayer, pour certains, de réfléchir, est-ce que vous avez l'impression d'avoir, vous, vécu, subi des formes de violence en tant qu'enfant? Il y a déjà une main qui se lève. Et une autre là-bas. Et surtout, quand vous y pensez, qu'est-ce que ça vous fait? Quel type de violence vous avez vécu? Est-ce que vous avez pris des coups de ceinture? Est-ce que vous avez été régulièrement puni, dénigré, mis au placard, enfin je ne sais pas, moqué? Et donc, voilà, quand vous y pensez, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont envie de lever la main pour dire qu'ils ont vécu ça? Pas beaucoup? Il y en a peu? Il y en a? Ok. Est-ce qu'il y en a parmi vous? Alors peut-être que tout le monde n'a pas envie de lever la main. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont des parents qui utilisent des moyens un peu rudes avec les enfants? Ok. C'est pas facile de pas. J'ai vu. C'est pas facile de pas reproduire aussi. Bon, alors, est-ce que vous vous souvenez des scènes? Est-ce que vous vous souvenez de situations, pour ceux qui l'ont vécu, de situations où, je sais pas, peut-être vos parents voulaient vous donner un coup de ceinture ou quelque chose? Pardon? On vous emmenait dans la cave dans le noir? Ok. Il y a des coups de martinet, des douches froides, des coups de ceinture, des privations d'activité. Oui, madame.
Je vous entends pas. Douche froide. Ok. Madame? Oui. D'accord. Donc des coups de ceinture par le maître d'école, autorisé par la mère. Oui, d'accord. Et les parents. Et les parents. Il y avait d'autres choses sympathiques comme ça? Non? Oui? Ça fait beaucoup de bruit, hein? Ouais, mais on ne peut pas l'arrêter. Excusez-moi, donc des coups de ceinture et quoi d'autre? Ça fait beaucoup de bruit, je n'ai pas entendu. Ah oui, le fait d'être mis à genoux pendant des heures. Oui, en effet. Alors, il y a d'autres, oui? Je pense que nous n'avons pas conscience de ça que nos parents nous élèvent et nous n'avons pas conscience que c'est de la violence en fait. Non, c'est vrai, c'est aujourd'hui qu'on utilise ce terme. Voilà. Et donc, on n'a pas, je pense qu'on n'a pas gardé tellement de traces. D'accord. Ok. Vous l'aviez intériorisé et pour vous, c'était un peu leur Oui, c'est ça, c'était pas oui. Oui, c'était commun. C'était commun. Tout à fait. Donc, du coup, ça n'a pas été questionné parce que c'était commun. D'accord. Alors, dans les choses que j'ai relevées en Guadeloupe, il y avait ce qui m'a impressionné dans les coups, dans la catégorie des coups, c'est la façon de donner des coups avec les enfants, aux enfants, et avec quel objet. Alors, il y a la ceinture, il y a le bâton, ça peut être des câbles électriques, ça peut être le fouet, ça peut être des chaussures, des coups de chaussures, ça je l'ai encore vu dans la classe de ma fille, d'utiliser des ustensiles comme une louche, une cuillère, une casserole, un balai, un bâton, des chaises, des lianes, des cordes, des lianes en Guadeloupe qu'on appelle zerziné. Je ne sais pas si ça existe, mais c'est une herbe très 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 coupante avec laquelle on tapait les enfants. Des seaux, balancer des seaux d'eau aussi aux enfants pour qu'ils se calment, c'est aussi l'idée de la douche froide. Hein. Donc, bon, je pourrais continuer longtemps. Il y a tout un inventaire comme ça de techniques qui ont été éventuellement utilisées par les parents, sans compter à l'école, les brimades et les punitions à l'école, le fait d'avoir des objets lourds à porter en étant sur une chaise ou en étant à genoux. Alors le fait d'être à genoux, quelqu'un l'a dit, d'être mis à genoux aussi pendant très longtemps, et de devoir attendre le parent qui va vous corriger, vous le mettre, d'être éventuellement à genoux sur des virages, des virages de manioc. Enfin, bon, tout un tas de choses assez terribles, et qui montrent que quand même, je ne suis pas sûre que ça n'ait pas laissé de traces. Parce que tous ces objets, ça doit faire quelque chose au moins au corps, si ce n'est au cœur, et aussi à l'âme. Donc tout ça a été utilisé pour corriger les enfants, les redresser au bâton. Vous voyez bien. Il y avait aussi des humiliations verbales. Humiliation par les mots, l'usage de mots très durs, très cassants, très méprisants. Ce que j'appelle l'ordinaire de la moquerie. L'ordinaire de la moquerie envers les enfants. Alors, la moquerie, ça peut être par exemple le fait de se moquer d'un enfant par rapport à sa couleur, par rapport à ses cheveux, par rapport au fait qu'il est noir, par rapport à sa façon de marcher, par rapport à sa façon de s'habiller, par rapport à sa façon de parler, quand il va parler un créole plutôt qu'en français, par rapport à sa façon de manger. Donc il y a tout un tas de termes comme tébère, mal élevé, malpropre, gros ventre, vourasse, enfin bon, tout un tas de choses assez difficiles qui viennent stigmatiser les enfants par rapport aux autres, alors que d'autres peuvent être très valorisés, notamment par rapport à leur couleur, on y reviendra. Alors je vais vous
donner quelques extraits de témoignages de gens que j'ai rencontrés et qui me racontent des choses assez importantes. Par exemple, dès que je faisais une bêtise, n'importe laquelle, ou même si c'était ma sœur, par exemple, qui disait à mon père que j'avais fait une bêtise, mon père me disait de me mettre à genoux et de l'attendre. Je savais que j'allais prendre la ceinture, mais il fallait l'attendre. S'il était occupé à faire autre chose, à parler avec quelqu'un, par exemple, je me mettais à genoux et je pouvais attendre 10 minutes, un quart d'heure, parfois une demi-heure, le temps qu'il fasse ses affaires. C'était terrible, cette attente. Et quand il venait enfin, il ne s'énervait pas, jamais. C'était toujours de façon calme. Il me donnait des coups de ceinture sur les jambes. Mais c'était horrible, cette histoire. Ça me laissait des marques terribles sur les jambes. Et je trouvais ça injuste. Non, mais c'était vraiment horrible, cette histoire. Ça vient de l'esclavage, je suis sûre. Mais moi, en tant qu'enseignant, mais moi, en tant que père, je n'ai jamais frappé mes enfants. En tant qu'enseignant, je n'ai jamais frappé mes élèves. Comment peut-on apprendre dans la violence en ayant peur? Alors, c'est un monsieur qui a 70 ans qui me raconte ça. Une autre, beaucoup plus jeune, qui me dit « Maman nous donnait des coups quand on faisait des bêtises et pour nous empêcher d'en faire. Papa, lui, ne nous tapait pas aussi souvent, mais taille tes carottes des fois ta maman. » Ça veut dire les siennes, les coups de papa valaient 2 fois ceux de maman. Il nous prévenait une fois en nous rappelant un jara les bas, et il y avait, ça veut dire je t'ai prévenu, et en nous menaçant, c'est coups qu'à chercher, c'est des coups que tu cherches, mais pas 2 fois en général, parce que la 2e fois, les coups tombent. Autre témoignage d'un... Alors, où est-ce qu'il est? Autre témoignage, je verrai après pour l'autre témoignage. Donc, les moqueries, les dénigrements faisaient aussi partie de ces pratiques violentes, notamment envers les enfants, en fonction de leur couleur de peau, en fait, envers leurs cheveux, je vous l'ai dit. Et ça pouvait être accompagné aussi de privation, hein, quelqu'un a parlé de privation sortie, mais on met aussi aujourd'hui dans la catégorie des violences la privation d'alimentation, mais aussi la privation de tendresse, la privation d'affection, la privation de communication, la privation de soins, le fait de ne pas soigner un enfant. Et moi, dans beaucoup de témoignages que j'ai recueillis, ce que j'ai entendu qui m'a vraiment, vraiment impressionnée, c'est beaucoup de gens qui racontaient. Enfin, quand les gens parlent des coups qu'ils ont pris, ils parlent du sang qui coulait. C'est-à-dire qu'ils prenaient des coups de ceinture et que ça leur faisait, ça les blessait, ça faisait couler leur sang. Ils prenaient éventuellement des coups de bâton, des coups de poing, ils avaient le nez qui saignait et on les laissait à genoux avec le sang qui coulait. Et c'est des gens qui me racontent ça en 2022, hein, c'est pas 1950. Et qui associe donc non seulement le fait de prendre des coups, au fait de ne pas être soigné des blessures qui viennent de ces coups. Et ça, c'était, je crois, quelque chose de très difficile parce que ça rajoute au sentiment d'injustice et au sentiment de maltraitance. Alors, pour la diapo suivante, il se trouve que moi, ce que j'ai noté aussi d'important, c'est que non seulement la violence, elle peut avoir lieu dans le domicile, dans la famille, dans l'espace privé, par les parents, éventuellement les grands-parents, enfin la famille élargie, surtout les parents, le père ou le beau-père, autrefois éventuellement par des voisins qui étaient autorisés aussi à intervenir pour corriger les enfants quand ils faisaient des bêtises dans la rue ou pour ramener l'enfant à ses parents pour qu'il soit corrigé. Mais les violences se faisaient aussi à l'école, et la dame l'a dit, à l'école, par des enseignants, par le personnel périscolaire, encore aujourd'hui. Moi, j'ai été impressionnée dans l'école de ma fille, c'était en 2018, qu'on fasse encore des punitions qui consistaient à faire porter des seaux d'eau à bout de bras à un enfant parce qu'il avait, je ne sais pas quoi. Et bon, en 2018, en classe de CE1, et à l'école, le témoignage de certaines personnes, c'est aussi qu'ils étaient frappés à l'école par leurs parents quand les parents étaient convoqués
par les enseignants parce que les enfants avaient eu un comportement que l'enseignant trouvait inadapté et du coup les enseignants convoquaient les parents et les parents corrigeaient, c'est le terme qui est utilisé, hein, corriger l'enfant, donner des coups à l'enfant devant l'enseignant. Et donc là, la théâtralisation, il y a une forme de théâtralisation de la violence. C'était pour signifier à l'enfant son obligation de se conformer à ce qu'on attendait de lui, à un modèle de l'enfant idéal, et de le faire devant le maître. Et je pense que ce que ça dit aussi, c'est que les parents doivent prouver aux autres à quel point ils sont de bons parents. Et que corriger les enfants, utiliser la ceinture, utiliser les méthodes dites traditionnelles, c'est aussi montrer à la société qu'on est de bons parents, qu'on est conforme aux attentes de la société. Et il y a une chose que j'ai déjà aussi observée, alors pas énormément, mais d'autres personnes m'ont dit l'avoir observée, c'est comment parfois des mamans sortaient, je ne sais pas si ça se fait encore, sortaient avec leurs enfants, ceinture à la main, quand elles allaient dans les espaces publics. Par exemple, je l'ai observé dans un supermarché, une dame qui allait faire ses courses avec ses 3 enfants, elle avait la ceinture à la main, on sentait que non seulement c'était pour tenir ses enfants, mais qu'il y avait aussi elle cherchait le regard des gens. Alors elle a trouvé le mien, je ne suis pas sûre que ça les rassurait, mais elle cherchait le regard des gens pour confirmer qu'elle avait raison de tenir des enfants à la ceinture. Et que donc, pour se confirmer qu'elle était dans le rôle du bon parent et qu'elle faisait ce qu'on attendait d'elle aux yeux des normes sociales à l'époque. J'ai très très chaud. J'ai vraiment très très chaud. C'est la douche là. C'est la douche. Alors, donc, tout ça montre que c'est non seulement les parents, les voisins, la société, l'école, qui partageaient une vision commune de la nécessité qu'est-ce qu'il faut dire? Pardon? Oui, de pratiquer ce type d'éducation envers les enfants. Alors, je pense que c'est important aussi de dire, et je l'ai aussi vu dans l'école de ma fille en 2018, et d'autres parents m'en ont parlé, merci beaucoup, merci beaucoup, que même à l'école, certains enseignants considèrent qu'il est beaucoup plus nécessaire de taper les enfants ou de les punir, de les corriger, quand ils sont plus noirs que les autres, et notamment quand ils sont étrangers. Et on m'a rapporté des différences de pratiques envers les enfants haïtiens, notamment. Je ne sais pas si vous l'avez vu, au motif que, justement, ce seraient des enfants qui, plus que les autres, auraient besoin d'être redressés, d'être éduqués, et que peut-être que le mal est plus dans le corps des enfants haïtiens, d'après eux, je ne sais pas. Et donc, il faut... voilà, il y a une différenciation dans la pratique de ces corrections, de ces attitudes de certains enseignants selon la couleur de l'enfant. Alors, un autre témoignage que j'ai à ce sujet, c'est un homme d'une cinquantaine d'années qui me parle de son enfance et qui me dit qu'à l'école, quand il était enfant, et des personnes plus jeunes de moins de 30 ans m'ont rapporté des choses semblables, que dans les classes, quand il fallait envoyer quelqu'un au tableau, la maîtresse ou le maître privilégiait, demandait souvent aux enfants les plus clairs d'aller au tableau. Quand il fallait faire une course, aller chez la directrice, porter quelque chose, demander quelque chose à la directrice, on envoyait souvent, me dit-il, c'était toujours les chabines, les filles claires de peau qui allaient chez la directrice. Bon. Et donc il me dit, c'était toujours les filles claires de peau qu'on envoyait au tableau, c'est seulement elles qui étaient censées savoir, avoir la connaissance, l'intelligence. C'est elle qu'on envoyait faire des commissions à Madame la directrice, car forcément, c'est elle qui allait, qui allait bien se comporter, et pas les enfants de Vieux-Nègre que nous étions. Tu te rends compte de ce que ça voulait dire pour nous, de ce qu'on nous transmet, nous, à tous les enfants quand on fait ça? Ça veut dire que quoi que tu fasses, tu es noir et tu le resteras. Donc, vous voyez comment on peut avoir intériorisé
les différenciations de couleurs, les différenciations raciales dans l'apprentissage scolaire. Alors, je passe maintenant sur la prochaine diapo, d'où ça vient tout ça, et pourquoi ça existe aux Antilles, et pourquoi ça se reproduit. Alors, Alice Miller, justement, dans son ouvrage, a créé un concept qu'elle appelle la pédagogie noire, rien à voir avec la couleur de genre des individus, puisqu'elle étudiait ça en Europe, c'était pas du tout par rapport au peuple noir, mais elle disait que la pédagogie noire, c'est tout ce qui consiste à, au nom d'un modèle traditionnel, élever, corriger et redresser les enfants en leur faisant peur, en les soumettant, en les terrorisant, éventuellement en les mettant à la cave, comme vous disiez, en les enfermant dans un placard. Je vous rappelle qu'en France, dans les écoles, il y avait des cachots et qu'on mettait les enfants au cachot, en France aussi. Si vous avez vu le film Les choristes, il en est question, hein, où on met les enfants au cachot, et que l'objectif, c'était de rompre toute volonté de résistance ou d'affirmation de soi chez les enfants. Et surtout, cette pédagogie avait quelque chose qu'aujourd'hui on pourrait presque dire pervers, c'est qu'on leur faisait du mal en leur expliquant que c'était pour leur bien. Et ça, le cerveau, il n'aime pas ça. Le cerveau, quand on vous fait du mal et qu'on vous dit que c'est pour votre bien, ce qui aujourd'hui donc correspond à une forme de perversité, le cerveau, il disjoncte en général. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait, les neurosciences nous l'expliquent, que ça crée des attitudes de dissociation au bout d'un moment, c'est-à-dire qu'on se coupe de sa sensibilité, on se coupe de ce qu'on ressent pour supporter le paradoxe d'être en train de souffrir à cause des gens qu'on aime et qui disent nous aimer. Et ça peut laisser des traces invisibles mais profondes en matière justement de confiance envers les adultes, de confiance en soi et de perception de nos propres émotions, de nos propres sensations. Et surtout, cette pédagogie noire, nous écrivait Alice Miller, c'était aussi de faire croire aux parents que c'était la seule façon d'éduquer les enfants et d'être de bons parents. Donc c'est un cercle vicieux, puisque ça veut dire que les enfants souffrent, mais ils intériorisent par la souffrance et par leur corps que c'est comme ça qu'il faut être élevé. Et devenus parents, s'il n'y a pas une conscientisation, ils risquent de recommencer. Et ce qui est important, je trouve, de regarder pour les sociétés post-esclavagistes aussi, c'est la façon dont ça a pu se mettre en place, mais est-ce qu'on explique aux enfants pourquoi on les corrige? Dans la pédagogie noire, on donne parfois des explications. Ils ont fait telle chose, donc on va les punir, parce que la règle, c'est ça, et vous l'avez transgressé. Mais est-ce qu'on prend le temps d'expliquer aux enfants les règles quand on les corrige? Et est-ce qu'on prend le temps d'expliquer le bien fondé de la règle ou de la discuter? Bon. Et dans la pédagogie noire, eh bien justement, Alice Miller nous dit qu'on utilisait tout un tas d'instruments parce qu'on pensait qu'il fallait faire sortir le mal et le vice du corps de l'enfant. Je vais y revenir parce que ça, c'est la chrétienté. Et qu'on utilisait, y compris les règles, le fouet, le martinet, vous l'avez dit, hein, pour corriger l'enfant. Alors, on va passer à la diapo suivante. Si on réfléchit un peu plus loin, ce système d'éducation qui en fait est un système qui reproduit des rapports de domination, et ça c'est notamment le psychiatre et anthropologue Daniel Delanoë qui en a parlé dans son ouvrage Les châtiments, comment ça s'appelle déjà? Les châtiments dans l'éducation des enfants, c'est ça? Voilà. Et il met en évidence le fait que plus une société est organisée sur des rapports de domination qui créent des catégories et qui divisent la population, c'est-à-dire les adultes et les enfants, les hommes et les femmes, les différents statuts sociaux, les différents niveaux économiques, plus la société est fondée sur un rapport capitaliste au monde, où il faut que les individus produisent, plus elle exploite les ressources naturelles et plus elle porte atteinte aussi à la nature, plus elle est violente envers les enfants. C'est-à-dire qu'il y a un écosystème de la violence qui, dans l'économie capitaliste, notamment dans les sociétés qui sont fondées sur la notion de production, fait qu'on encourage des violences
pour assujettir les individus le plus tôt possible, pour leur inculquer un système qu'on leur demande de reproduire. Donc c'est vraiment la force du système de domination. Et les systèmes de domination se développent, donc, notamment le paroxysme, c'est dans le système capitaliste, hein, mais on l'a vu, on le connaît depuis longtemps, puisqu'on le connaissait déjà à l'Antiquité, puisque le droit romain notamment avait mis en place le droit, ça reposait sur le droit du père de famille, et que le pater familias, c'était celui qui avait tous les droits sur la famille, il détenait ce droit privé de faire ce qu'il voulait pour que ses fils soient de bons citoyens, y compris par les châtiments, et il avait le droit de soumettre ses esclaves. Donc, c'est important parce que ça veut dire aussi que depuis l'Antiquité, la notion de l'éducation, elle est pensée comme relevant du droit privé. Donc vous allez voir, je vous crée un puzzle. Le droit privé, le système de domination et notamment capitaliste, et puis autre dimension importante, à la diapo suivante, les fondements religieux de tout ça. Alors ça c'est un élément très important. En fait, les punitions, les châtiments apparaissent dans l'Ancien Testament. Le Messie, le Christ, va, lui, au contraire, dire à quel point il faut s'aimer et non pas se faire violence, et à quel point il faut aimer les enfants, hein, et laisser venir à moi les petits-enfants. C'est laisser venir les enfants dans l'amour et respecter-les. Mais le message du Christ va être sur ce point complètement masqué par un certain Saint Augustin qui, au IVe siècle, va élaborer, je ne sais pas si on pourrait dire une idéologie, mais en tout cas une doctrine sur le fait qu'il faut absolument taper, corriger les enfants, leur infliger des châtiments. Il le fait parce que lui-même, il a été frappé par ses parents qui héritaient du droit romain. Et il dit, parce que nous sommes descendants d'Adam, nous sommes fils de pécheurs, pas ceux qui font la pêche, hein, ceux qui ont péché. Nous sommes fils de pécheurs, nous héritons du péché originel, et l'enfant, quand il naît, a le péché en lui. Il a déjà le péché en lui, il a déjà le mal, il a déjà le vice en lui, le malin. Et donc, l'idée de Saint Augustin, c'est qu'il faut frapper l'enfant pour faire partir le mal en lui. Et que toute expression d'insoumission, de rébellion chez l'enfant, c'est le diable qui s'exprime. Et quand si en plus ça a à voir avec la sexualité, et que si en plus c'est du côté des filles, alors là c'est le vice. C'est pour ça qu'on tapait aussi les filles, et enfin on tape encore. J'ai un ami qui a dû porter plainte parce que sa mère a martyrisé sa fille parce qu'elle avait fait un bisou à un petit garçon. Et donc, elle a été martyrisée, il y a eu un signalement parce que la mère a considéré que sa fille était vicieuse. Et que donc, il fallait la corriger parce qu'elle était vicieuse. Donc, Saint Augustin ne nous a pas fait que du bien. Et il se trouve que l'Église protestante va accentuer la reproduction de cette pensée à travers la réforme de Calvin et la réforme de Luther, et que les églises et aujourd'hui les sectes protestantes ont été porteuses de cette idée qu'il faut dresser les enfants pour éviter chez eux toute forme d'insoumission et pour en faire de bons fidèles, de bons enfants de Dieu. J'en veux aussi pour exemple, en Guadeloupe en 2017, il y a eu des assises de la famille, il y avait des réunions publiques comme ça dans toutes les communes. Et j'ai assisté à l'une où le débat portait justement sur est-ce qu'il faut utiliser la ceinture dans l'éducation. Certains disaient oui, c'est notre identité, c'est notre culture. La ceinture, c'est pas de la violence. Enfin, d'autres disaient oui, mais quand les enfants ne sont pas éduqués à la ceinture, ils ont plus confiance en eux, ils réussissent mieux, ils font plus confiance aux adultes, ils s'expriment mieux. Et une dame est intervenue pour dire, écoutez, moi, votre débat, là, je ne le comprends pas, parce que pour moi, la loi française, ça ne me concerne pas. Nous, dans notre église, je crois qu'elle était, bon, je vais dire une bêtise, mais enfin, c'était une confession pentecôtiste, je ne sais plus laquelle,
Elle dit, nous, dans notre église, on en a parlé, et notre pasteur nous a dit que de toute façon, c'était dans la Bible, et que du coup, il faut appliquer la loi de Dieu. C'est pas la loi de l'homme qui prévaut, c'est pas la loi des hommes, c'est la loi de Dieu. Et donc, oui, il faut utiliser la ceinture pour corriger les enfants. Donc, on se retrouve en plus face à des systèmes comme ça de croyances et de dogmes différents qui peuvent se maintenir aujourd'hui au nom de Dieu. Et le système chrétien de correction des enfants, il a été exporté par voie de colonisation sur la planète entière. Donc dans tout le monde qui a été colonisé par la colonisation européenne chrétienne, on retrouve ces logiques, ces pratiques de châtiment, de correction, d'humiliation, de rabaissement des enfants. Donc à l'origine, c'est chrétien. Et c'est pour cela, à la diapo suivante, et c'est pour cela qu'on va le retrouver dans l'esclavage. Et l'origine de ces pratiques, encore dans les sociétés post-esclavagistes, c'est pas tant l'esclavage que le principe qui prévalait dans l'esclavage, c'est-à-dire le christianisme. C'est terrible, hein, je sais que c'est difficile, mais c'est vraiment ça. Alors là, pendant l'esclavage, évidemment, les pratiques de châtiment étaient poussées à leur extrême cruauté, évidemment, puisque là, cette fois-ci, c'était le droit des maîtres de punir leurs esclaves, avec toute une réglementation, soi-disant, aussi toutes les catégories de punition dans le Code noir, que l'objectif était de soumettre les esclaves, d'éviter la révolte, la désobéissance, la rébellion, d'éviter le marronnage, et les marrons qui étaient capturés étaient très, très sévèrement... leur infliger des sévices hallucinants, y compris leur couper les oreilles, le nez, les jarrer, les doigts, enfin c'était terrible. Et donc il s'agissait vraiment de terroriser pour assujettir les enfants et les adultes. Et ce qui est important aussi de rappeler, c'est que ces méthodes chrétiennes et les méthodes de punition, eh bien, elles ont perduré parce que dans les églises religieuses, elles ont été reproduites et que bon nombre d'adultes d'aujourd'hui ont été élevés dans des églises, dans des écoles religieuses, où justement on leur infligeait des coups, des punitions, des sanctions très humiliantes et très rabaissantes. Donc, aujourd'hui encore, au fil des années, dans la communauté enseignante, dans l'école publique et dans l'école privée, malgré des directives prônant l'interdiction des violences usuelles, on sait qu'il y a encore des conflits entre enseignants sur le bien fondé de l'interdiction ou au contraire la nécessité de revenir à des pratiques. Donc, c'est pas complètement éclairé, c'est pas complètement réglé ce débat. Et d'ailleurs, en Guadeloupe, il y a une école qui a ouvert, une école maternelle, où on revient à des formes de châtiment, d'humiliation, y compris en filmant les élèves quand ils ne réussissent pas à faire des choses, quand ils sont au tableau, en les filmant quand ils réussissent, mais en les filmant aussi quand ils ne réussissent pas pour envoyer des vidéos aux parents. Vous voyez, c'est pas gagné, c'est pas gagné. Alors, à la diapo suivante, je m'interroge aussi sur... je peux en avance, quelle heure est-il? Oh là là, j'aille vite. Je m'interroge aussi sur des questions d'intersectionnalité. L'intersectionnalité, c'est d'essayer de voir comment les choses se différencient selon la couleur, selon le genre, selon le niveau social. Donc je l'ai dit, apparemment, mais vous me direz si c'est le cas, apparemment, c'est plus les enfants noirs ou plus foncés que les autres qui ont vécu des violences particulières et qui s'en plaignent, disent que c'est en fonction de leur couleur qu'ils étaient violentés. Est-ce que c'est plus de la part des parents noirs? J'en sais rien, ça vous me direz. En tout cas, c'est peut-être aussi lié à des problèmes sociaux, mais en même temps, je crois que ça existe dans tous les milieux. Mais est-ce qu'on peut mettre derrière, ça c'est des questions que je me pose, un manque d'éducation, un manque de capital social, un manque de modèle éducatif, un manque de ressources? Dans les entretiens, j'ai des gens qui me parlent des parents, de leurs parents, en disant mais en fait, vous n'avez pas été à l'école, vous ne savez pas, vous n'avez pas été informés. Donc oui, il y a peut-être un manque d'information, mais bon. Et puis, est-ce que les violences sont faites différemment par les femmes et par les hommes? Ça, c'est une question aussi à se poser, par les pères et par les mères. On peut mettre tout ça en relation avec le fait que les femmes sont souvent en situation monoparentale
et que tenir leurs enfants, c'est aussi nécessaire de le faire parfois de façon rude pour elles, parce qu'elles sont seules et qu'elles ont l'impression que sinon elles vont être dépassées. Que le père, parfois, intervient comme un père sanction, parce que justement, il ne vit pas au domicile, et que du coup, quand il vient, il s'exprime par des sanctions. Que peut-être on intervient plus auprès des filles pour garantir leur respectabilité, leur moralité, et qu'on s'inquiète quand elles ont des attitudes qui ne seraient pas conformes, et qu'on veut que tout le monde répète un schéma relationnel particulier. Bon, ça c'est des questions. À la diapo suivante, je voudrais rappeler que ce que l'on sait aussi, c'est que les violences ont des conséquences fortes sur la santé des enfants, des adolescents et des adultes. Comme je vous l'ai dit, le risque premier, c'est de se couper de ses émotions, de sa sensibilité, parce qu'en plus, on va dire, même pas mal, même pas mal, j'ai survécu, j'ai pris des coups, j'en suis pas mort, vous connaissez cette expression, j'ai pris des coups, j'en suis pas mort, donc je ne vois pas pourquoi il faudrait que je ne le fasse pas avec mes enfants, et celle-ci, elle ne veut pas rester. Je vais la bloquer avec... hop, voilà. Stéphanie, j'ai une idée. Aux grands mots, les grands remèdes. Merci. En plus, j'étais en télé à midi, ils m'ont maquillée, donc j'ai plein de fond de teint qui m'empêchent de respirer. Alors, j'en suis où ? En plus, donc, ça peut créer de la perte de confiance en soi, de la perte de confiance en l'autorité. Ça, c'est des études qui montrent ça, c'est pas moi qui le dis. Ça augmente certaines maladies. Alors, au niveau somatique, bien sûr, des fractures, des traumatismes, mais aussi au niveau mental, des prises de risque, enfin, au niveau physique, des prises de risque, des accidents traumatiques. Au niveau mental, du stress, ça augmente la dépression, ça augmente des tentatives de suicide, ça augmente la toxicomanie. En fait, la consommation de produits stupéfiants est plus forte chez les enfants et les ados qui ont été déconsidérés, malmenés ou violentés. Et ça peut s'exprimer par des syndromes de stress post-traumatique, c'est-à-dire le fait de se couper, non seulement de se couper de vivre un trauma qui fait qu'on se coupe de soi, mais aussi qu'on va le répéter, qu'on va chercher à le répéter parce qu'on n'arrive pas à le dépasser. Et puis, le fait de vivre de la violence dans l'enfance, ça a comme conséquence de devenir soi-même plus violent envers soi-même, éventuellement, de se porter atteinte. Et donc, la question des tentatives de suicide, mais aussi des scarifications, tout un tas de pratiques où on se fait violence, y compris des troubles alimentaires, d'obésité ou d'anorexie, qui peuvent, surtout l'obésité, qui peut avoir un lien avec les violences subies. Le corps se défend par la couverture de graisse qu'il se fabrique. Mais on est aussi, le risque, c'est d'être aussi plus violent avec les autres, en répétant des choses qu'on a vécues, et de devenir plus tard des acteurs violents ou des acteurs ou actrices victimes de violence. Donc ça n'a pas un effet positif quand même, cette histoire. Et puis ça augmente le risque d'être abusé par les autres. Alors, à la diapo suivante, je voudrais aussi souligner que ça exacerbe le sentiment de colère et d'injustice envers la société chez les adolescents, chez les jeunes adultes, parce que, comme le disait le garçon dont je portais le témoignage, on ne comprend pas pourquoi on est exclu, on ne comprend pas pourquoi on est stigmatisé, pourquoi on est violenté. Ça rompt la confiance avec la société. On dit souvent qu'il faut corriger les enfants pour qu'ils marchent droit et pour éviter la délinquance, mais on dit trop peu que parmi les jeunes qui sont en situation de délinquance, il y a une part d'entre eux quand même qui sont des jeunes qui ont vécu justement de la violence, et que c'est peut-être le contraire, et qu'il faut interroger les choses autrement. Et c'est intéressant parce que c'est un débat qui a eu lieu aussi aux États-Unis, notamment avec la parution de l'ouvrage de Ta-Nehisi Coates, Une colère noire, qui raconte comment les parents noirs ont développé des méthodes d'éducation justement violentes,
avec l'idée que c'était nécessaire pour que leurs enfants soient très disciplinés, obéissent aux règles, obéissent aux lois, ne se fassent pas remarquer, pour ne pas être l'objet de violences policières, pour ne pas être arrêtés, pour ne pas être molestés, pour ne pas être tués par la police. Et que donc, paradoxalement, on est violent envers les enfants pour espérer que la société ne soit pas violente envers eux. Et pour espérer que la police ne soit pas violente envers eux. C'est ce qu'il dit dans son livre. Mais malheureusement, statistiquement, aux États-Unis, les enfants afro-américains ont plus de risques de mourir sous les coups de leurs parents que sous les coups de la police. C'est une comparaison un peu bizarre, mais c'est pour vous dire que le paradoxe, à vouloir protéger les enfants, finalement, on les expose à quelque chose qui parfois est encore plus dangereux. Alors, je passe à la diapo suivante. Est-ce qu'on peut construire de la résilience face à ces types de violences? Alors, je ne sais pas si c'est de la résilience, et ça, je pense qu'il faut... je sais qu'aux Antilles, on parle beaucoup de la résilience collective. Je ne sais pas si en Guyane, on parle de ça. On parle beaucoup de la résilience collective, que ce serait un peuple résilient, et qu'il y aurait des capacités naturelles à la résilience, et que malgré tout ce qu'on a vécu, on est debout et on est un peuple solide. Moi, je crois que la résilience, elle est d'autant plus possible si on a pris le temps de revenir sur ce qui s'est passé, si on a déconstruit, si on a posé les souffrances, si on a posé les incompréhensions, si on travaille ensemble, si on discute, si on fait ce qu'on est en train de faire et ce que d'autres font. Mais sinon, c'est plutôt des stratégies d'adaptation. C'est-à-dire qu'on s'adapte avec ce qu'on a, avec ce qu'on a vécu. Parfois, on met en place, parce que c'est trop difficile à regarder, des stratégies de fuite, des formes de déni. Et surtout, je pense que ce qui est très, très, très difficile, et j'y reviendrai, c'est que remettre en question ce qui s'est passé, ça peut être vécu comme une critique de ses propres parents. Et ça peut être très, très, très difficile de remettre en question des modèles éducatifs qu'on dit être hérités des parents, des grands-parents, des anciens, parce que ça vous donne l'impression de trahir un peu l'héritage que vous avez reçu, de ne pas être ingrat envers ses parents, et de rompre l'obligation de loyauté. Et plus que de la résilience, ce que l'on peut observer, en tout cas aux Antilles, c'est que les enfants qui ont vécu des violences mettent parfois en place des stratégies pour ne plus se soumettre à l'autorité. Alors, c'est le travail de Valérie Ganem, qui est psychologue du travail, qui expose ça dans son ouvrage « La désobéissance à l'autorité, l'énigme de la Guadeloupe », où elle s'interroge sur les grèves à répétition, sur les faits que dans certains secteurs, notamment hôteliers, les employés ne veulent pas travailler, ne veulent pas obéir au patron, ou défont un travail qu'ils ont déjà fait, enfin qu'ils s'opposent à l'autorité des patrons. Et en fait, elle dit, et c'est effectivement lié à des choses qui peuvent être héritées du passé colonial, mais c'est souvent le cas chez des adultes qui ont été des enfants qui ont connu des violences et qui ont du coup développé des stratégies d'insoumission aussi à la violence, enfin ce qu'ils estiment être de la violence, à l'autorité plutôt, d'insoumission à l'autorité, parce que ça leur donne le sentiment d'être en permanence infériorisé par l'autre, d'être méprisé par l'autre, et que l'interlocuteur est toujours en train de et veut se positionner dans une posture hautaine. Et donc, pour anticiper cela, on préfère désobéir à l'autorité, quitte à bloquer le travail, quitte à faire grève, quitte à bloquer les routes pour désobéir à l'autorité. Alors, je termine sur une autre partie, et ça sera mes dernières diapos, je crois qu'il en reste 4. Comment on peut questionner les résistances culturelles, les représentations et les justifications pour maintenir des pratiques d'éducation violentes. Alors, la première, on l'a déjà vue, c'est la diapo suivante. Merci. La première, on l'a déjà vue, c'est les justifications religieuses. Il faut chasser le mal, chasser le vice. La deuxième, c'est l'idée qu'il faut lutter contre l'enfant rebelle et que les adultes sont des redresseurs de tort. Alors ça, c'est étudié aujourd'hui. Moi, je ne suis pas spécialiste, mais je sais que c'est étudié par ceux qui travaillent sur ce qu'on appelle la domination adulte.
C'est-à-dire qu'on veut soumettre l'enfant au modèle de l'enfant idéal, et chaque société a son modèle de l'enfant idéal, et que du coup, les adultes font en sorte d'éduquer l'enfant dans ce conformisme. Donc, les mots ne sont pas forcément inutiles, et on peut parfois penser, là je parle du cas des Antilles, que les mots sont moins efficaces. Et je ne sais pas si vous avez vu passer, par exemple, il y a même des humoristes qui comparent la façon d'élever les enfants en France, en Europe, où on leur parle beaucoup, on essaie de comprendre leurs besoins, on s'excuse, enfin on parle, et puis l'humoriste qui met en scène un couple ou une mère ou un père aux Antilles qui crie, qui s'énerve et qui parle en créole et qui éventuellement donne une tape ou menace de donner la ceinture, avec l'idée que c'est quand même beaucoup plus efficace, que c'est plus rapide et que voilà, ce n'est pas la peine d'y passer du temps. Bon, alors c'est les humoristes qui font ça, mais ça dit quelque chose de l'opposition de deux modèles et de deux conceptions de l'enfant idéal, avec d'un côté la crainte de l'enfant roi et de l'autre de l'enfant qui doit se taire. Alors, les psychanalystes ont aussi leur part dans cette idée qu'il faut redresser l'enfant, parce que la psychanalyse repose, en tout cas depuis, avec les travaux de Freud, repose sur l'idée que l'enfant veut exercer sa toute-puissance et qu'il faut le cadrer, le frustrer, qu'il faut le limiter, parce que sinon, les enfants sont gâtés et n'ont pas de limites et n'intègrent pas non plus ni les limites de leur famille, ni les limites de la société, et le risque, dit-on, c'est qu'ils deviennent délinquants. Alors, le fait qu'on soit reconnu comme de bons parents, ça j'en ai déjà parlé. Alors, autre point important, et c'est la diapo suivante, et je crois que c'est très fort aux Antilles, quand les adultes disent « mes parents m'ont fait ça parce qu'ils m'aimaient », alors c'est pas seulement parce qu'ils ont vécu cette pédagogie noire, c'est pas seulement parce qu'ils se sont dissociés, c'est pas seulement parce qu'ils sont dans la loyauté, c'est aussi, me semble-t-il, parce que ils savent qu'ils vivent dans une société très inégalitaire, ils savent qu'ils vivent dans une société qui est traversée qui est construite sur une hiérarchie socio-raciale très forte, et que dans cette société, moi je trouve qu'on met beaucoup d'énergie à prouver qu'on n'est pas le dernier dans l'échelle socio-raciale, et qu'il faut toujours faire preuve qu'on a un statut social correct, éventuellement pas forcément se mettre au-dessus des autres, mais montrer qu'on ne doit pas être déconsidéré, qu'on n'est pas en bas de l'échelle sociale. Et je pense que les adultes ont intériorisé que si les parents leur donnaient les coups ou les malmenaient, c'était parce qu'en fait, ils voulaient leur donner une chance de s'élever dans cette société très inégalitaire. Et ils croient, et c'est ce que les parents disaient, en tout cas, ils ont construit cette idée que c'était par amour pour leur permettre de s'élever, de ne pas rester dans l'image du vieux-nègre qu'on avait autrefois, et au contraire de les aider à s'émanciper et à réussir leur vie et à arriver loin. C'est d'ailleurs pour ça que certains adultes me disent « si je suis là où j'en suis aujourd'hui, c'est parce que mes parents m'ont donné des coups ». Et d'ailleurs, ils auraient dû m'en donner plus parce que j'aurais encore mieux réussi dans ma vie. Hein, parfois, on entend ça. Du coup, il y a aussi comme interprétation l'idée que si on donne des coups à un enfant, c'est par amour. Et l'amour, dans tout ça, c'est compliqué parce que l'amour est un sentiment qui ne devrait rien avoir avec la violence. Aujourd'hui, on en parle beaucoup dans la question des violences faites aux femmes. Et on dit aux femmes, méfiez-vous parce que on ne bat pas, on ne frappe pas par amour. Donc il va falloir aussi l'intégrer dans les relations entre les adultes et les enfants. On ne frappe pas, on n'est pas censé frapper par amour. Et il y a cette croyance ou cette construction qui a été élaborée pour dire que si on bat les enfants, ce serait une preuve d'amour pour arriver loin. Et je ne sais plus qui me disait récemment, je ne sais pas si c'est Cathy qui me disait ça, je crois, hein, que tu parlais, je crois, d'une personne qui a rapporté le fait qu'une femme avait adopté un enfant
et qu'elle l'aimait tellement qu'elle lui donnait des coups et qu'elle l'élevait comme si c'était son propre enfant. Et la preuve, c'est qu'elle lui donnait la ceinture et ça voulait dire qu'elle l'aimait vraiment. C'est ça, hein. Voilà. Donc, c'est l'idée de qui aime bien châtie bien, hein, ça vous connaissez. Et qu'en plus, je pense qu'un élément qui se rajoute pour les Antilles, c'est qu'on est quand on est dans des familles matrifocales où la mère est dans le rôle du cotomitan, c'est complètement sacrilège, et le mot est faible, c'est sacrilège de remettre en question l'éducation des mamans. La maman est sacrée, et ce que la maman a fait, et la grand-mère n'en parle pas, on ne doit pas le remettre en question. Et donc, elle a fait tout ça par amour, elle s'est sacrifiée elle-même. Le sacrifice maternel du cotomitan ne peut pas être remis en question, c'est absolument sacrilège. On va passer aux dernières diapos. Donc, les dernières, c'est l'alibi culturaliste. On fait ça au nom de la culture, pour protéger la culture de la loi française, pour protéger la culture guadeloupéenne, par exemple, de la loi française. Et donc, les châtiments ne sont pas perçus comme étant violents, loin de là. Au contraire, ils sont perçus comme étant une tradition, un héritage culturel, ceux de la filiation depuis les anciens, hein, c'est les anciens qui nous ont transmis ça. Et donc, ils nous ont transmis quelque chose qui est dans ce discours très idéalisé, avec l'idée qu'autrefois les anciens, ils savaient faire, qu'ils n'avaient pas besoin de la loi française, qu'ils savaient faire, qu'ils ont inventé des choses, et qu'il faut du coup les reproduire comme si les anciens avaient raison sur tout. Et vous savez, ça c'est le discours nostalgique de « avant c'était mieux », et qui oublie que les anciens, ils ont vécu une éducation qui était celui de la colonie. Et donc, le paradoxe suprême, quand même, c'est de vouloir maintenir des pratiques violentes au nom d'une spécificité, au nom de particularités culturelles, en oubliant qu'en fait, ces pratiques, elles viennent de la colonisation. Et donc, vous voyez le truc ? Le paradoxe, c'est qu'on rejette la loi française, qui serait une loi dite coloniale et inadaptée et pas adaptée aux particularités locales, au nom de défense de particularités qui pourtant viennent de la colonisation, de l'histoire de la religion, du christianisme, de l'esclavage, et des écoles et de l'école républicaine. Donc voilà, c'est là que je souligne ce paradoxe. Et dernier élément, ça c'est la dernière diapo, je crois, avant la conclusion, c'est qu'on met en avant l'idée, c'est pas un G, c'est pas adultiste, c'est adultiste, c'est un D, pas un G. Le principe autoritaire des adultes, c'est les adultes qui commandent, et les adultes face à la loi qui vient interdire les violences usuelles disent je ne vais pas supporter que quelqu'un vienne me dire comment je dois élever mon enfant, c'est moi qui sais comment je dois élever mon enfant, donc c'est moi en tant que parent qui revendique mon droit privé à éduquer mon enfant comme je veux, avec l'idée que ce que je transmets à mon enfant c'est mon identité, personne ne doit me dire comment je dois faire, et que quand on leur propose, quand on leur dit non mais vous ne pouvez pas, c'est interdit, la réaction chez certaines personnes qui se sentent, à mon avis, c'est des personnes qui se sentent démunies et qui ont besoin d'aide pour trouver d'autres modèles, c'est si je ne peux pas l'élever comme je veux, c'est pas mon enfant, c'est Timon à l'État. Alors je vous le laisse, c'est vous qui vous en occupez, disent-ils par exemple aux éducateurs, aux travailleurs sociaux. Timon à l'État, à partir de mon emploi. Et ça, c'est problématique parce que ça veut dire que, en fait, les parents se sont remis en question dans leur identité de parents, dans leur culture, dans leur pratique, et que ce qu'ils soulignent, c'est qu'ils ont, ça souligne en tout cas le besoin d'un accompagnement pour les aider à trouver d'autres façons de faire, sans avoir le sentiment de trahir sa propre société, de trahir sa propre famille, de trahir sa propre culture. Donc ça, c'est très compliqué. Et puis le dernier argument, c'est l'idée de, c'est pas la loi française. J'en ai déjà parlé. La loi française n'est pas adaptée parce qu'en France on fait des enfants délinquants, parce que et ça c'est un argument qu'on entend souvent. Oui, il y a tellement de délinquance, il y a tellement de violence chez les jeunes, c'est parce qu'il n'y a plus d'autorité, c'est parce qu'il n'y a plus justement les punitions, les corrections. Alors, je souligne le fait, un point important. Ça, c'est un argument qui ne tient pas forcément la route.
Alors, il y a deux choses. D'une part, dans les sociétés qui ont aboli définitivement les violences sur les enfants, le niveau de violence collective baisse. Et on le voit notamment en Suède, dans les pays scandinaves, le niveau de violence collective baisse, la délinquance baisse, on ferme des cellules dans les prisons et on met en place au contraire des programmes d'accompagnement pour les personnes qui sont violentes. Donc on reconnaît aussi les besoins émotionnels des personnes violentes. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que quand on dit oui, il y a de la violence parce qu'il n'y a plus d'autorité, on oublie que la violence est peut-être liée à un excès d'autorité, de violence, justement. Et on oublie que ne pas, et ça c'est ma conclusion, ne pas exercer de la violence avec un enfant, ça ne veut pas dire qu'on ne l'éduque pas. On a l'impression que c'est soit on exerce de la violence, soit on ne fait rien et on abandonne tout et on ne peut plus rien faire. Eh bien non. Et ça va être ma conclusion. C'est 2 diapos après, la diapo blanche. Je rappelle donc que l'autorité n'est pas la violence, que punir, ce n'est pas, c'est celle d'après, que punir, ce n'est pas forcément faire souffrir. Il y a un très bel ouvrage de Didier Fassin, qui est un anthropologue, qui s'appelle Punir, une passion française, je crois. Mes collègues sociologues, c'est ça? Mes collègues anthropologues et sociologues. Emmanuel, tu connais, non? Ça ne dit rien? Punir, une passion française. Donc, pourquoi on a besoin de punir? Pourquoi il faut punir? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire que punir les enfants? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres... Et les enfants, et du coup, tout le monde dans la société. Hein. Que éduquer n'est pas assujettir. Éduquer, c'est communiquer, c'est accompagner, c'est peut-être cadrer, mais c'est aussi envelopper, c'est sécuriser, c'est rassurer, c'est respecter le corps, respecter les besoins. Il faut rappeler que l'éducation non violente, ça fonctionne. Ça veut pas dire que c'est une éducation positive ou une éducation sans cadre, sans rien. C'est pas ce que je dis. Et que, y compris aux Antilles et en Caraïbes, y compris dans un mode post-esclavagiste, les enfants ont droit à une éducation qui les respecte. Et que c'est la mission de toutes et tous que de prendre conscience des dégâts qu'ont pu causer des formes violentes d'éducation pour proposer autre chose, parce que changer. Abonder vers des formes d'éducation plus respectueuses, c'est aussi construire une société plus respectueuse. Voilà. Merci beaucoup Stéphanie. Peut-être on va passer à une session de questions, si ça vous va. Faites une petite pause. Non, mais on peut passer aux questions. Et j'ai parlé 1 heure, c'est ça? Ça va? Je ne vous ai pas assommé? Ça va? J'ai pas été trop long? Non? Je crois que demain, ça va être la cata. Non, mais ça va. Si vous voulez un temps de réflexion, moi je peux essayer de vous répondre maintenant. Si vous voulez un temps de réflexion, c'est vous. Il faut peut-être digérer un peu tout ça. Et puis, je suis à l'écoute. Hein, vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Hein. Peut-être que je dis des choses qui ne vous plaisent pas et il faut aussi me le dire. Oui, alors, juste. Et en tout cas, s'il y a des personnes qui témoignent, évidemment, on est dans une écoute bienveillante et respectueuse. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je voudrais qu'on soit dans une écoute bienveillante et respectueuse, parce que s'il y a des personnes qui témoignent, c'est important de respecter les témoignages, même si on n'a pas tous vécu la même chose. Il y a une question là et je vous donne la parole après. D'accord? Il y a la dame là qui avait levé la main. Allez-y. Oui, bonsoir, merci pour cette intervention.
Moi, je travaille dans le domaine-là depuis fort longtemps. Je voudrais juste déjà, d'une part, témoigner que ce que vous avez entendu en 2018, dans le cadre de votre recherche, ça existe encore ici en 2024, pas plus tard qu'il y a 3 jours, dans le cadre de mon métier en école élémentaire dans le Toulouse. Donc, toutes ces paroles, ça ne m'a pas fait mal. Il n'y a pas de raison que ça passe mal. J'ai entendu encore ça. Des châtiments corporels au sein de l'école, en périscolaire, encouragés par la directrice, je connais aussi. Donc, j'avais bien conscience que tout ça était lié à un passé. Je trouve que vous avez clarifié les choses et c'est très, très intéressant. Ça n'empêche que, du coup, moi, ça me met très mal à l'aise, en fait, parce que je vois aussi que la société française, comment dire, les institutions françaises ici ont du mal à s'installer, et notamment dans le cadre de la protection de l'enfant, justement. Et voilà, par exemple, je voudrais faire manger une petite fille à la cantine qui ne mange pas, une petite fille de 6 ans. Et j'ai vu qu'il y a une peine du monde à obtenir ça, y compris de la mairie de Marseille. Donc pour moi, c'est quand même juste incroyable. D'une institution comme une mairie, par exemple. C'est un truc qui me... Et je ne sais pas comment faire. Trouver des alliés. Faut trouver des alliés. Trouver des alliés. Donc, je ne sais pas, peut-être je ne connais pas les produits, je ne connais pas bon les produits. Trouver des alliés. Il faut, je ne sais pas, des hommes et des femmes politiques, par ailleurs, qui interviennent, je ne sais pas. Je ne peux pas vous aider. Alors, il y avait la dame là qui a levé la main. Des fois, il fait moins chaud. C'est vrai? Il y a un léger problème. Ma question est la suivante. Dans vos recherches sur les différentes strates, effectivement, pour la France, avec les corrections, je dirais, le mode caraïbe, avec ces corrections, parce que le post-colonial ou esclavagiste, avez-vous fait aussi des recherches sur les modes éducatifs en Afrique, puisque c'est vraiment à la pour ces peuples de la Caraïbe et pour nous, en Guyane. Est-ce que vous avez des éléments? Parce que ça fait important, ça nous permettrait peut-être aussi de comprendre. Alors, moi, je n'ai pas fait de recherche en Afrique parce que même si je faisais des recherches en Afrique aujourd'hui, j'observerai l'Afrique d'aujourd'hui qui n'est pas l'Afrique d'origine des peuples qui ont habité, ensuite qui ont été déportés, qui ont habité dans la Caraïbe. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est, et je ne sais pas si on a des éléments, voir comment, entre le 15e et le 19e siècle, les familles, les enfants étaient éduqués dans tous les pays de l'Afrique qui ont été les réservoirs de la traite esclavagiste. Je ne sais pas si ça a été fait, moi je ne peux pas le faire, donc je ne peux pas vous dire comment c'était à l'époque, et je ne suis pas sûre que c'était la même chose dans toutes les ethnies, parce qu'il y avait des dizaines d'ethnies dans tous ces pays, il n'y a pas de raison que ce soit la même chose partout. Mais par contre, je sais qu'il y a eu une chercheuse, une historienne, je pense que c'était Sipet, une psychologue aux États-Unis, qui a écrit un ouvrage en disant que d'après elle, il n'y avait pas, d'après ce qu'elle a vu, il n'y avait pas de pratique violente envers les enfants dans les peuples et les ethnies qu'elle a étudiées, je ne sais plus dans quel pays, excusez-moi, qu'il n'y avait pas de pratique violente avant la colonisation, d'après elle. Je ne sais pas si ça peut être généralisable, parce que ça peut être aussi une sorte d'idéalisation de la vie avant la colonisation, et l'idée du, excusez-moi l'expression, c'est une expression qu'on a utilisée autrefois dans l'anthropologie, du bon sauvage, c'est-à-dire qu'avant de connaître, enfin, que c'est la colonisation qui permet petit tout,
et qu'avant, tout était magnifique et parfait. Bon, je ne sais pas si c'est le cas. En tout cas, il y a cette idée qu'elle défend que c'est justement pas dans les pratiques, c'était justement pas dans les pratiques des peuples africains déportés, qu'elle a étudié, que c'est vraiment quelque chose qui a été imposé par la colonisation. Par contre, je ne sais pas si ça peut être généralisable. Par contre, je profite de votre question pour répondre aussi par rapport à autre chose. J'entends parfois aujourd'hui, dans certains discours de type panafricaniste, l'idée que ça serait que l'éducation que les parents donnent aux enfants aux Antilles viendrait de l'éducation africaine. Et que ce seraient justement les bonnes méthodes d'éducation africaine contre les mauvaises méthodes d'éducation française. Et honnêtement, moi je pense qu'on n'a aucun élément pour savoir ça. On n'a aucun élément. On sait juste, enfin pour l'instant, moi, je sais juste ce que la colonisation a apporté. Et c'est pas, à ce sujet-là, et comme pour beaucoup de sujets, c'est franchement pas formidable. Je ne sais pas si ça veut dire que c'était mieux en Afrique, j'en sais rien. Et je ne sais pas si, et par contre, ce que j'entends, c'est qu'aujourd'hui, j'ai entendu certains idéologues dire, oui, la bonne éducation de nos enfants en Guadeloupe nous vient d'Afrique. Le fait que les enfants sachent être respectueux, c'est parce qu'autrefois, c'était la famille élargie, c'était le groupe, c'était le clan, et que c'est comme ça que ça fonctionnait en Afrique. Ça, c'est une idée, mais il n'y a rien de fondé. Et puis, c'est une idée qui est mise en avant pour dire qu'en France, on ne sait pas élever les enfants. Mais on oublie que les méthodes d'éducation ont changé en France et qu'il y a encore 30 ans, 40 ans, 50 ans, quand je vois comment ma mère a été élevée en France, comment des amis ont été élevés en France, comment mon père a été élevé aux Antilles, comment ma grand-mère a été élevée, enfin, je veux dire, on oublie que les choses ont beaucoup changé, qu'il y a des temporalités différentes. Donc, je ne peux pas trop vous répondre. Vous avez une question? Bonsoir. Alors, une question par rapport à la conclusion. Vous disiez que vous parliez de la punition. Pourquoi punir et pas chercher quelque chose? Alors, je pose cette question par rapport au fait que à quel moment on passe sur la conséquence d'un acte, c'est-à-dire la prise de responsabilité entre tu fais bien, évidemment ça se passe bien, et tu fais mal, il y a une conséquence qui peut être une punition, qui peut être d'office par rapport au fait que tu as fait une bêtise, tu as cassé une jambe ou quelque chose comme ça. Mais si on reste dans un schéma où est-ce que j'ai fait une bêtise, il ne se passe rien derrière, que ma vie continue comme si de rien n'était. À quel moment on passe avec l'idée que il faut, qu'il y a des conséquences néfastes et de bonnes actions. Alors, vous êtes au cœur du débat d'aujourd'hui. C'est-à-dire, comment acter le fait qu'il y a un acte qui transgresse une règle. Je ne sais pas s'il faut ne pas punir. Ça, il y a des éducateurs, il y a des psychologues qui disent qu'il faut arrêter avec les punitions. Je ne sais pas. Mais moi, ce que je dis, c'est est-ce que punir, ça veut dire faire souffrir? C'est ça la question. Est-ce qu'on ne peut pas acter que, justement, pour que l'enfant soit responsable de ses actes, pour qu'il comprenne qu'il a transgressé des règles, et c'est important, moi je pense, là je me parle personnellement, c'est important que les enfants apprennent les règles qu'il y a dans la famille et qu'il y a dans la société. Je le dis parce que, en tant que sociologue, je pense qu'on est socialisé pour pouvoir vivre dans la société et pour pouvoir apprendre les règles de la société. Certains aujourd'hui pensent que les règles sont à revoir et que du coup, cette socialisation, cette éducation n'est faite pour reproduire des règles qui ne sont pas les bonnes. Je ne sais pas. Mais en tout cas, vivre ensemble, ça veut dire respecter les règles. Donc effectivement, il faut apprendre, il faut les respecter, et quand elles ne sont pas respectées, il faut le signifier. Il faut poser un acte. Est-ce que pourtant il faut faire souffrir? C'est ça la différence. On peut poser un acte sans forcément faire souffrir.
Je continue. Quand naturellement, en étant simple, il y a des lois naturelles. Demain. Ah oui. Je ne savais pas qu'il y avait des lois naturelles. Demain, je saute d'une falaise. La gravité fait que soit si c'est trop long, si c'est trop haut, je vais mourir, ou je vais casser quelque chose. Il y a une conséquence. C'est-à-dire que un mauvais choix, une mauvaise décision, c'est peut-être violent aussi de se casser, etc. C'est pas pour faire l'apologie de la violence, mais c'est pour dire que la conséquence est présente. Naturellement, je vais aller en péter un nid de guerre, naturellement aussi, je vais me faire d'arrêt, parce que c'est comme ça. Donc la question, c'est si déjà naturellement il existe ces choses, est-ce que réellement, nous, qui mettons en place une punition ou quelque chose comme ça, est-ce qu'à ce moment-là, on se sort de ce qui se fait partout ailleurs? Il y a eu des reportages aussi sur certains animaux où est-ce que les parents châtiaient les enfants dans certains groupes animaux. Donc, voilà, c'est. Mais je trouve. Je ne me lancerai pas dans une comparaison entre les lois naturelles de tomber d'une falaise et de punir l'enfant. Je la comprends pas bien, la comparaison en plus. Mais par contre, ce que vous voulez dire, c'est que c'est l'idée de action-réaction en fait. C'est action-réaction. Votre loi, là, c'est action-réaction. Je fais quelque chose, et en plus, vous y mettez une intention morale. Je fais quelque chose, si c'est pas bien, je dois avoir une réaction négative. Mais ça, c'est le fondement, justement, de la répression. C'est le fondement de la répression, c'est le fondement de la confrontation. Peut-être qu'une autre posture, c'est d'essayer de comprendre. Je sais que vous allez dire oui, mais justement, il faut arrêter de trop vouloir se comprendre. Peut-être qu'une autre posture, c'est qu'est-ce qui fait que est-ce que l'enfant avait conscience des limites? Est-ce que l'enfant avait conscience des règles? Déjà, est-ce qu'il l'a fait volontairement? S'il l'a fait volontairement, qu'est-ce que ça exprime? Est-ce qu'il est en train de s'opposer parce qu'il a un message à faire passer autre? Parce que peut-être que l'acte qu'il a fait, c'est le côté évident d'un problème qui l'est beaucoup moins. Et que peut-être il faut se poser la question de pourquoi il fait ça. Pourquoi il est dans l'opposition? Alors, quand c'est un petit, c'est une chose. Quand c'est un ado, ça n'est encore autre chose. Aujourd'hui, vous savez, dans toutes les questions sur l'enfance, il y a de nouvelles approches qui questionnent la question du développement de l'enfant en fonction de la qualité de ses relations d'attachement. Est-ce que l'enfant est dans des relations sécures et d'attachement sécure avec ses parents, avec les gens qui l'élèvent? Et on sait que quand il y a des manifestations d'agressivité, d'opposition, souvent ça traduit un problème d'un attachement insécure avec les adultes. Soit parce qu'il s'est senti négligé, soit parce qu'il a été un peu éventuellement abandonné, soit parce qu'il n'a pas été l'objet d'écoute, soit parce qu'il n'a pas été l'objet de soins. Peut-être qu'il y a un conflit entre les parents, peut-être qu'il y a de la violence entre les parents. Donc, peut-être que déjà réagir sur l'enfant uniquement, c'est s'occuper uniquement d'un symptôme, donc il faudrait regarder ce qu'il y a derrière le symptôme. Mais je sais que dans l'instant, ça nous démange. Quand l'enfant a fait une bêtise, ça nous démange et on a envie de le discuter, on a envie de l'engueuler, on a envie de va dans ta chambre, de l'isoler, de punir, éventuellement pour certains de sortir la ceinture. Et que ce qu'il faut réprimer, c'est cette envie irrépressible de le rabaisser. En fait, je pense qu'il faut penser à des méthodes qui ne soient pas humiliantes ni violentes. Après, vous avez des sociologues, ce n'est pas des médecins. On fait des diagnostics, mais on n'a pas de médicaments. Donc, je laisse les thérapeutes et je ne risquerai pas sur les solutions. Je ne suis pas compétente pour parler des solutions. Allez-y. Mais justement, c'est la question que j'avais vous poser, c'est les alternatives que vous proposez à ce constat. Et la deuxième question, j'ai déjà la réponse. Non, mais on va discuter. Et c'était ma première question. Au début, ce constat, comme vous avez dit en article, de toutes les personnes qui témoignent de violences dans leur enfance
ne dépasse pas 15%. Et donc, l'autre tranche de la convention, M. Lamartine dit absolument pas sous de violence, et quel type d'éducation ont-ils reçu à mon avis, comme il ne témoigne pas, me semble-t-il, une pratique culturelle commune, donc 10. Non, mais vous avez raison, ça veut dire que ça veut dire que ça. Voilà, donc l'autre tranche dit